l'objectif de ma présentation ce matin, ça va être de replacer dans une perspective historique globale l'émergence de nouvelles formes de volontariat international en France au début des années 60. L'idée va être d'éclairer l'influence de certaines dynamiques sociales, économiques et politiques qui étaient à l'œuvre sur la scène nationale comme internationale. Et cette rétrospective, je l'espère, va nous permettre d'alimenter nos réflexions ces 2 prochains jours sur les pratiques, les discours et les politiques liées au volontariat et, dans la mesure du possible, remettre celles-ci en perspective. Des étapes telles l'avènement de la Ve République, les guerres de décolonisation, l'essor de différents modèles de développement, la naissance du mouvement tiers-mondiste suite à la conférence de Bandung en 1955, les tensions de la guerre froide, les soulèvements étudiants et syndicaux sont autant de phénomènes qui ont accompagné la structuration du volontariat en France. Il paraît un peu ambitieux de vouloir tous les analyser en une vingtaine de minutes, évidemment, et afin d'apporter un éclairage qui soit pertinent pour la table ronde qui va suivre et pour nos 2 journées, je propose donc de me focaliser plus précisément sur certains aspects de cette histoire du volontariat en France. Durant l'élaboration de cette intervention, des entretiens avec diverses personnes et acteurs ont permis de constater qu'il existait un intérêt manifeste pour la question du lien originel entre lutte contre la faim et volontariat. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on constate, en France comme dans d'autres pays, une forte volonté, politique comme associative, de lier les élans solidaires de la société civile, et particulièrement ceux de la jeunesse des milieux ruraux, d'une part, avec la coopération au développement agricole et à la nutrition, d'autre part. La campagne mondiale contre la faim, la CMCF, et je vous demande d'être indulgent avec cet acronyme qui va revenir plusieurs fois dans la communication, qui fut lancée officiellement en 1960 par la Food and Agriculture Organization, la FAO, illustrait particulièrement bien cette tendance. Pour cette raison, donc, la présentation va se pencher sur la question suivante. Quelles évolutions dans le domaine de la lutte contre la faim, dès les années 1930, ont pu en faire un terrain d'expérimentation fertile pour le volontariat international? Afin d'apporter des éléments de réponse, la présentation va s'appuyer sur l'examen croisé de l'historiographie sur ce sujet, sur des sources de presse d'époque, qui permettent de comprendre en partie l'atmosphère du débat public qui entourait la question, et d'archives orales d'une personnalité qui a eu un rôle très important dans la politique de coopération multilatérale de la France, et particulièrement liée à cette question de lutte contre la faim, à savoir Michel Cepede. Je propose dans un premier temps de revenir sur le contexte historique qui a permis l'émergence du volontariat, donc. Dans une seconde partie, je m'intéresserai plutôt à certains aspects de l'histoire de la lutte contre la faim et comment le volontariat s'est inséré dans cette problématique. Et dans une partie conclusive, je rappellerai que le volontariat, tel qu'il a pu émerger dans le contexte particulier du début des années 60, coexistait en réalité avec d'autres courants et que cette diversité de formes a elle aussi son importance pour notre compréhension actuelle du volontariat. Pour commencer donc, revenons pour commencer sur une histoire officielle, celle d'un volontariat de solidarité nationale qui serait né à l'aube de l'époque postcoloniale du fait d'un intérêt commun des pouvoirs publics et de la société civile à faire participer la jeunesse dans la coopération pour le développement. En 1963, Raymond Triboulet, qui était ministre de la coopération sous De Gaulle de 62 à 66, décidait la création de l'Association française des volontaires du progrès, AFVP, que certains connaissent aujourd'hui comme France Volontaire. Cette entreprise avait reçu l'aval de Jacques Foccart, qui était secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974, et sorte d'éminence grise du général de Gaulle, selon une image bien ancrée. Les motifs de cette création de l'AFVP étaient clairement énoncés dans une lettre circulaire adressée par Triboulet aux ambassadeurs en date du 18 juin 1963. 18 juin, on peut percevoir une certaine symbolique dans le choix de la date.
Pouvons-nous, disait donc Triboulet, je cite, « laisser à d'autres ce secteur d'avenir de la coopération populaire ». Triboulet entendait se démarquer du modèle Peace Corps, corps de volontariat qui avait été créé aux États-Unis 2 ans plus tôt, en 1961, sous John Kennedy. Il voulait s'en démarquer donc en promouvant un modèle axé non pas sur l'éducation et la culture, mais plutôt sur des secteurs techniques et manuels. Pour mieux en comprendre la complexité de cette émergence du corps de volontariat en France, il me semble, à moi en tout cas, important de revenir sur le contexte de cette étape de structuration en France. Contrairement à l'histoire des politiques d'aide, qui est assez bien couverte, l'histoire du volontariat reste assez peu développée, et ça a été un petit peu un problème. Pour compléter autant que possible les vides laissées par la documentation, qu'elle soit officielle ou institutionnelle ou même historiographique, il nous faut donc recouper des travaux historiques qui portent sur des questions connexes. Par exemple, l'histoire des mouvements sociaux et des mouvements d'église, l'histoire économique, l'histoire de la politique étrangère et de coopération des États, l'histoire coloniale. Toute proportion gardée, l'examen de travaux étrangers permet aussi de resituer l'exemple français dans un contexte plus global. Voici donc ce qu'un regard historique peut nous permettre de dire. Le volontariat international était, durant la première moitié du XXe siècle, un ensemble de pratiques plutôt hétérogènes qui se manifestaient principalement au sein de mouvements religieux, de mouvements de jeunesse tels les scouts et au sein d'organisations humanitaires telles la Croix-Rouge. Des travaux d'historiens font par exemple état de l'activité de volontaires britanniques de l'ONG International Save the Children Fund et de volontaires américains de l'église Quaker en Espagne républicaine pendant la guerre civile. Cette forme d'engagement volontaire, nous disaient les historiens, était alors fortement teintée de paternalisme. Comment expliquer de là l'émergence, quelques décennies plus tard, de corps de volontaires dans les années 60, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis ou en Allemagne fédérale? En France, les ouvrages qui se sont penchés sur la création de la FVP, qui ne sont pas des travaux d'historiens, mais ils se basent sur des témoignages intéressants d'officiels et d'anciens volontaires, nous expliquent qu'au lendemain des décolonisations, la jeunesse, et particulièrement la jeunesse rurale, avait développé un intérêt accru pour l'aide aux pays sous-développés, pour employer un terme qui était en vogue à l'époque. Différents courants de pensée proposaient depuis quelque temps déjà des cadres conceptuels de solidarité internationale. L'association Économie et Humanisme, qui avait été fondée par le père Louis-Joseph Lebray en 1941, en faisait partie, par exemple. Avant 1960 même, des organisations chrétiennes avaient déjà permis à de jeunes agriculteurs d'effectuer des séjours dans des pays africains, comme formateurs, comme animateurs ruraux, en un certain nombre de fonctions. Au sein du mouvement tiers-mondiste, parallèlement, par exemple, on a René Dumont, professeur à l'Institut national d'agronomie, l'Agro de Paris, qui appelait déjà de ses voeux la contribution de jeunes paysans animés de l'esprit de service en 1962. Cet élan de solidarité était certes une condition cruciale pour l'institutionnalisation du volontariat, mais elle n'est pas, à mon avis, suffisante. À mon avis, il est important de revenir sur au moins 2 autres facteurs non moins importants dans l'émergence de cette dynamique. L'un des éléments, c'est l'impact de la politique étrangère de la France, et notamment la guerre en Algérie. Plusieurs témoignages concordent à dire que la création de la FVP visait en partie à permettre à une jeunesse française meurtrie, traumatisée par cette guerre, de voyager à l'étranger pour un motif qui soit plus gratifiant que celui de la sauvegarde de l'Empire français. On dispose ainsi de témoignages, et nous verrons une vidéo tout à l'heure qui nous l'illustrera d'une manière assez criante, de témoignages d'anciens jeunes appelés en Algérie qui comptèrent par la suite au nombre des premières cohortes de volontaires du progrès. D'ailleurs, on peut rappeler que le recrutement des premiers VP s'effectuait au début parmi les jeunes gens dégagés d'obligations militaires. Une seconde dimension, à mon avis, est aussi à prendre en compte dans cette maturation des corps de volontariat, et c'est l'évolution du monde rural, qu'on ne peut comprendre en réalité qu'en remontant au moins aux années 1930, ce qui va m'amener donc à ma deuxième partie, qui se focalise plus précisément sur la campagne mondiale contre la faim.
tout en mentionnant la nécessité perçue par les dirigeants africains d'atténuer la disparité entre monde rural et monde citadin, et, je cite, d'animer les masses paysannes, les fondateurs de la FVP espéraient aussi que le volontariat contribuerait à redonner l'image du monde paysan pour la jeunesse française. Un article du Monde de 1963 saluait ainsi, je cite, qu'aucun titre universitaire n'était exigé des postulants, car les organisateurs estiment à juste titre qu'il serait regrettable de tenir à l'écart de l'association des éléments valables, notamment parmi les jeunes ruraux. Fin de citation. Une réalité qui se posait aux dirigeants français au tournant des années 60 était la morosité des perspectives du monde rural, une situation qui était d'autant plus préoccupante que les diverses politiques économiques qui avaient été menées depuis les années 30 n'étaient jamais parvenues à atténuer complètement ces difficultés. La France avait certes abandonné le modèle économique qui avait prédominé jusqu'à la Grande Dépression des années 30, un modèle, je rappelle, dont le principal souci était de réduire les surplus agricoles. Sur la scène mondiale, ce modèle avait été dénoncé dès 1935 par la commission mixte nutrition de la Société des Nations, par exemple. Ses membres, dont André Meyer, futur président du comité exécutif de la FAO, et le Britannique John Boyd Orr, son futur directeur général, son premier directeur général, avaient mis en avant le problème de la malnutrition au niveau mondial et la nécessité surtout de lier progrès technique agricole, système économique et politique de nutrition. Conséquence de cette évolution des mentalités, en 1936, par exemple, le Front populaire avait introduit la régulation des prix du blé, système qui s'était d'ailleurs renforcé sous Vichy. Et d'autre part, les premiers centres d'études techniques agricoles, les CETA, furent créés en France en 1944. Pendant la guerre, une gestion multilatérale de l'approvisionnement avait été mise en place par les Alliés via le Combined Food Board. Mais dès 1945, des divergences avaient commencé à poindre entre les États qui, par ailleurs, en 1943, avaient pris part à la création de la FAO et avaient pris part au Combined Food Board. Bien que, du coup, certains responsables de la FAO aient cherché la création d'un système mondial de régulation de la production, de la distribution et de la consommation agricole, via la création d'une sorte de banque mondiale agricole, qui s'assortisse d'un programme de modernisation agricole au Sud. Faute de consensus, la FAO dut se contenter d'un programme beaucoup plus modeste de coopération technique, et cette idée d'un World Food Board, un comité mondial de l'alimentation, a été définitivement enterrée finalement dès 1946-1947. Pour autant, de nombreux cadres de la FAO ne devaient pas pour autant perdre de vue leur objectif initial, qui était éradiquer la faim et la famine, un élément constitutif du droit à ne manquer de rien, qui avait été affirmé par la Charte atlantique de 1941. La tâche de la FAO pour éradiquer la faim était ample, toujours à la fin des années 50. Pour ne citer qu'une statistique, en 1959, les scores de nutrition en Asie et en Amérique latine étaient toujours en deçà de leur niveau d'avant-guerre. Pour exécuter donc ce programme, éradiquer la faim, il devait avoir recours à une pratique originale, à une approche nouvelle pour l'époque, plus par nécessité que par autre chose, puisque c'était pour contourner les obstacles qui se posaient à la diplomatie des États. Et cette solution, c'était le partenariat avec la société civile. Ainsi donc, les circonstances de l'émergence de la campagne mondiale contre la faim, la CMCF, semblaient avoir été rendues possibles par l'échec de l'agenda de régulation des marchés agricoles qu'avait poursuivi la FAO sans succès en 1945. Sous la direction donc du directeur général Binay Sen, un Indien qui avait été commissaire à la famine au Bengale en 1943, sous l'Empire britannique, la campagne mondiale contre la faim fut lancée en juillet 1960 et elle appelait de ses vœux la création de comités dans chaque pays avec pour principe directeur 3 principes, l'information, la recherche et l'action. Niveau français, la couverture de la campagne mondiale contre la faim faite par Le Monde a fait la part belle au rôle des pouvoirs publics dans l'établissement du comité français.
Et notamment, elle a couvert en particulier l'appel du général de Gaulle. Il n'était pas avare d'appel, cet homme-là. Donc en 1959, disait-il, les excédents qui s'accumulent là où règne l'abondance offrent aux hommes le moyen de vaincre la faim, leur ennemi de toujours. Il y faut un immense effort, puisse chacun sur notre terre participer activement à la campagne mondiale contre la faim. Les archives orales de Michel Cepede, elles, nous donnent une vision un peu plus nuancée de cette idée. Pour replacer le personnage, Michel Cepede était lui aussi professeur d'économie rurale comparée de sociologie à l'Agro de Paris, fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Il avait succédé à André Mayer comme président du comité interministériel de l'alimentation et de l'agriculture qui assurait auprès du gouvernement français la liaison avec la FAO, fonction qu'il a occupée de 1957 à 1984. Il devait devenir président indépendant d'ailleurs du Conseil de la FAO entre 1969 et 1973, entre autres fonctions qu'il a occupées dans cette organisation. Et surtout, il a été président du Comité français pour la campagne mondiale contre la faim, le CFCMCF, de 1970 à 1985, comité donc qui s'est créé suite à l'appel de la FAO et qui aujourd'hui continue à exister sous le nom CFSI. À ces différents titres, Michel Cepede, son témoignage en tout cas, contient de précieuses informations sur l'élaboration de la campagne. Je reviens donc sur l'élaboration de cette campagne. Le gouvernement français, nous dit Cepede, avait en effet approuvé l'idée de la campagne, mais à la condition stricte qu'elle ne soit que privée et que les gouvernements n'aient pas de rôle à y jouer. La campagne, d'ailleurs, tout comme la FAO, ne pouvait pas interférer avec la politique souveraine des États en matière de répartition des ressources agricoles. Le positionnement de la société civile au sein du comité français n'était en fait pas sans présenter du coup un certain nombre de paradoxes. Placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, le comité voyait sa gouvernance, son agenda et ses financements dépendre en partie des pouvoirs publics. En même temps, il posait incontestablement les jalons d'un certain modèle de participation de la société civile dans la coopération Nord-Sud. En se basant toujours sur des archives de presse, on note par ailleurs que l'opinion publique avait conscience du fait que le problème principal, la répartition inégale des ressources, était plus global et que les initiatives privées de type CFCMCF ne pouvaient l'infléchir qu'à la marge. Et d'ailleurs qu'il existait un manque de coordination associative même sur la question, puisque autour de 63-65, deux autres organisations de société civile, les Scouts de France et les Éclaireurs et Éclaireuses de France, lancèrent eux aussi leur propre campagne mondiale contre la faim, une campagne contre la faim. Un autre aspect intéressant de la campagne mondiale contre la faim, c'était son enthousiasme pour le progrès technique et la confiance dans l'expertise scientifique. Selon des termes d'époque, la vraie solution est de produire sur place, de fertiliser les sols, de répandre les techniques modernes. Il faut rappeler que l'agriculture était, avant la révolution verte des années 70, qui a eu lieu entre autres en Inde, au Brésil, etc., l'agriculture était le parent pauvre des théories du développement. En recyclant donc le discours modernisateur des pères de la FAO, la campagne mondiale contre la faim s'inscrivait en réalité en contrepoint de la tendance mondiale qui mettait l'accent sur l'industrialisation. Une remarque d'ailleurs à mettre en regard de l'action de certains des premiers VP en Afrique qui appuyèrent la création de CETA sur un modèle donc issu du modèle agricole français. Pour conclure donc cette partie, je pense qu'il est important de mettre en lumière la parenté discursive et pratique entre l'entreprise du Comité français de la campagne mondiale contre la faim et de l'AFVP. Concours des pouvoirs publics et de la société civile pour une grande cause, valorisation de l'assistance technique et du transfert d'expertise en matière agricole, prise en compte des enjeux de la société française pour l'élaboration des politiques de coopération. L'AFVP fut créée en 1963, presque au même moment que le Congrès mondial de l'alimentation, qui eut lieu lui aussi en 1963. Le Congrès mondial de l'alimentation marquait un point de culminance de la campagne mondiale contre la faim. C'était en 1963 que la campagne mondiale contre la faim devait s'achever, mais à la conférence de la FAO, Congrès mondial pour l'alimentation,
il fut décidé de poursuivre la campagne mondiale jusqu'à 1970, et elle fut renouvelée encore jusqu'à 1980 en réalité. La FVP, elle, créée en 1963, envoie ses premiers EVP en 1964 et son modèle, sa gouvernance, s'inspire du modèle CF-CMCF. Voilà. Avant de laisser la parole aux intervenants de la table ronde, je pense qu'il est bon de rappeler que d'autres visions de la solidarité internationale et du volontariat traversaient la société française au tournant des années 60. Pour ne citer que quelques exemples, à partir de 1965, avaient émergé des discussions au sein du Parti socialiste unifié, l'idée d'un centre socialiste de documentation et d'études sur les problèmes du tiers-monde, le CDTIM, qui donna brièvement lieu à la participation de coopérants rouges à des groupes CDTIM dans divers pays du Sud et qui se basait sur un modèle tout à fait équilibré entre étrangers et nationaux dans ces groupes de discussion. Manuel Bridier, par exemple, un des cadres de la Caisse centrale, aujourd'hui AFD, mais aussi militant en PSU, fut l'un des architectes de cette tendance. L'émergence des urgentistes au Biafra, à la fin des années 60, a aussi été une étape importante dans l'élaboration des contours du volontariat. Michel Sepet, par exemple, fut président fondateur du Corps mondial de secours, qui fut créé donc suite au tsunami au Pakistan oriental, aujourd'hui Bangladesh, en 1971. Et il aurait constitué, en se rapprochant de l'association Service civil international, une plateforme de société civile française en faveur de la création d'une agence onusienne de coordination humanitaire, qui s'est créée en réalité sous le nom d'UNDRO en 1972. En guise de conclusion, on peut donc relever que finalement l'éloignement entre ces différentes familles peut parfois être plus ténu que ce qu'on peut être tenté de le croire. Première remarque. Deuxième remarque, pour les dynamiques actuelles du volontariat, le débat prospectif auquel nous prenons part ces 2 prochains jours peut prendre en compte le fait que différentes dynamiques sont actuellement à l'œuvre dans l'élaboration de nouveaux contours de la solidarité internationale. L'année internationale de l'agriculture familiale, la IAF, peut être un exemple d'événement fourre-tout qui est présidé par la FAO, mais dans lequel différents courants, différentes visions du volontariat peuvent s'inscrire. Merci. Restez avec moi encore. Merci beaucoup Lola. Alors, avant d'entendre les intervenants qui vont suivre, qui vont pouvoir témoigner à travers leur expérience et étayer au fond votre propos, illustrer, nous expliquer en quoi ils s'y retrouvent, on va voir un petit film, et comme que vous avez d'ailleurs évoqué, qui est annoncé dans le programme, et comme vous avez été extrêmement ponctuel, je crois qu'on pourra s'autoriser le luxe de vous entendre réagir un peu à cet extrait pour nous dire en quoi il illustre bien votre propos. Ça vous va? Mais auparavant, on va regagner nos fauteuils pour pouvoir voir ce film d'une petite demi-douzaine de minutes.